me suis battue toute ma vie contre les multinationales et les contre-lobbyistes et voir qu'ils avaient accès direct pour modifier notre accord, cela a été pour moi absolument insupportable. Insupportable. Eva Joly n'hésite pas à employer les grands mots, y compris pour parler des alliés de son parti comme le PS. Aujourd'hui, certains lui reprochent sa virulence, d'autres, pour la défendre, disent qu'elle n'est encore qu'une débutante en politique. Mais cet art de casser les codes ne fait-il pas intrinsèquement partie du style Joly? Ses sorties virulentes sont-elles aussi désastreuses que certains l'ont affirmé? Et quelles erreurs la candidate a-t-elle réellement commises? Pour répondre à ces questions et pour déshabiller en tout bien, tout honneur, l'ex-magistrat en costume vert et vraiment en vert ces derniers temps, avec nous 4 invités. Judith Pérignon, ex-journaliste politique, vous avez co-signé plusieurs ouvrages avec Eva Joly aux éditions Les Arènes, notamment un livre de témoignages et puis plus récemment un polar. Et au fil du temps, vous êtes devenus amis. On peut dire amis ? On peut dire amis. On peut dire amis. Donc Bastien Milot, spécialiste de la communication et président de l'agence Big Malion. Pour mettre en perspective cet inimitable style Joly, Marc Abélès, anthropologue à l'EHESS, spécialiste de l'immersion en milieu politique. Vous venez de sortir ce livre des ethnologues à l'OMC, donc aux éditions du CNRS, mais vous avez aussi travaillé sur les Verts et leur culture. Et enfin, Sébastien Boller, spécialiste en neurosciences, journaliste à Cerveau et Psycho, pour décrypter les discours et l'impact du style d'Eva Joly, un style que certains ont découvert lors des récents psychodrames entre Verts et socialistes, mais un style qu'il a pourtant toujours caractérisé, comme nous l'avons constaté en visionnant des archives de l'époque où Eva Joly, juge d'instruction, se faisait remarquer par ses méthodes hors normes. Par exemple, en 1994, lorsqu'elle allait cueillir Bernard Tapie au saut du lit. 6 heures ce matin, branle-bas de combat au 52 rue des Saints-Pères à Paris. 8 policiers tambourinent à la porte du domicile de Bernard Tapie. C'est la concierge qui ouvre en robe de chambre. Quelques minutes plus tard, Bernard Tapie est interpellé. Insulte, mouvement d'humeur. Le député sera finalement menotté par les policiers. Des policiers qui depuis 2 jours étaient en planque dans cet hôtel juste en face de la maison de Bernard Tapie. Un dispositif discret exigé par le juge d'instruction Eva Joly. Au 52 rue des Saints-Pères défilent les proches de Bernard Tapie. Tous se disent choqués par la méthode utilisée. Un peu ce qui s'est passé ? Je ne sais pas ce qui s'est passé. Tout ce que je peux vous dire, c'est que je trouve quand même incroyable qu'on fasse tout ce truc, qu'il y ait des journalistes qui soient là, qui viennent à 6 h du matin. Elle pouvait parfaitement lui signifier sa convocation. Elle serait allée, comme il l'a dit. Jusqu'à présent, il s'est toujours rendu aux convocations. Comment expliquez-vous le fait qu'on a justement déployé autant de forces de l'ordre ce matin? Pourquoi? Pour faire un petit peu de folklore, comme d'habitude. On peut rien faire de simple quand il s'agit de Bernard Tapie. Voilà, un peu de folklore. Dès le début, les méthodes Joly ont suscité la polémique et ça ne s'est pas arrangé lors de la tentaculaire affaire Elf, qui a installé l'image de cette magistrate en manteau rouge allant perquisitionner chez les puissants. Et à l'époque, en pleine affaire Elf, la magistrate accorde une interview où elle parle de son travail, mais des politiques aussi. Nous sommes aujourd'hui 6300 juges opérationnels en France. C'est-à-dire, à quelques unités près, le même chiffre qu'en 1857. Quand vous savez ça, que sur une affaire aussi compliquée qu'Elf, nous avons eu jusqu'à maintenant 1,5 enquêteurs. Beaucoup d'hommes politiques privilégient la défense de proximité parce que ce sont les électeurs et ne souhaitent pas que les enquêtes financières avancent parce que les enquêtes financières concernent malheureusement de temps en temps des hommes politiques. Voilà, en clair, les politiques lui mettent des bâtons dans les roues et elle met les pieds dans le plat. Quand on voit ça, on se dit que ceux qui s'étonnent aujourd'hui de voir Eva Joly casser les codes ont la mémoire courte, parce qu'en fait, on a l'impression qu'elle a toujours fonctionné comme ça, que c'est sa manière d'être, non, Judith Pérignon, vous qui la connaissez bien? Ah oui, c'est une femme qui est sûre de ce qu'elle fait, enfin qui se pose des questions, qui prend quand même des précautions, qui réfléchit. Mais là, c'était les débuts du pôle financier. C'était même pas les débuts, c'était les débuts du pôle financier dans la vie de la République. Donc effectivement, il y a eu un rapport de force
à installer du côté des juges. Enfin, qu'elle a été quand même une de celles qui a instauré le plus violemment, quoi. On a l'impression. C'était les pionnières, hein, avec Wisniewski et puis d'autres après. Alors, des mandats d'amener au petit matin, beaucoup de gens connaissent ça. Hein, ça devient compliqué quand ça touche Bernard Tapie ou qu'on va rue des Saints-Pères. Mais enfin, c'est pas la première fois ni la dernière fois que ça se fait. Oui, mais ce genre de discours sur les politiques, etc., on a l'impression d'ailleurs d'entendre la même Eva Joly qu'aujourd'hui, quoi. C'est toujours les mêmes. Il y a une défiance, effectivement, sur la culture politique, sur l'impunité politique, sur le jeu des politiques. Ça, c'est évident et c'est un fil constant chez elle. Bastien Milot, en termes de communication, vous diriez aussi que c'est le même mode de communication à l'époque où elle était magistrate et aujourd'hui? Disons que les traits d'image qu'on constate aujourd'hui étaient déjà présents dans ses interventions médiatiques, une certaine forme de rigueur, d'extrême rigueur, pour ne pas dire un peu de dureté. C'est quelqu'un qui a des convictions, Eva Joly, qui tranche un peu dans la sphère politique. Et en gros, aujourd'hui, elle était plutôt dans la catégorie juge quand elle était dans la vie professionnelle. Aujourd'hui, on a plutôt tendance à la ranger dans la catégorie procureur, parce que dans son ton, dans sa manière de faire, elle a tendance un peu à asséner les choses, ce qui contraste un peu chez elle avec des éléments étonnants, originaux de sa personnalité. Elle s'était présentée à un concours de beauté quand elle était jeune, elle écrit des polars, vous en avez parlé au début de l'émission. Ça donne une image de femme politique hors norme qu'elle cultive. Et je pense que c'est pas tant son image qui est en cause aujourd'hui quand on l'entend critiquer, c'est la stratégie mise en place autour d'elle par le mouvement politique auquel elle appartient qui pénalise sa campagne. On en parlera, j'imagine, au cours de l'émission. Justement, on va en parler tout de suite. Juste avant, là, quand on voit ces images de 2000, on note qu'il y a quand même un détail, hein, c'est qu'Eva Joly ne porte pas de lunettes dans cette interview, elle n'a pas ces fameuses lunettes rouges. Vous pensez que ça change beaucoup l'image qu'elle renvoie? C'est un petit détail de communication, mais ça peut jouer. C'est le sens de l'accessoire. Objectivement, les lunettes rouges lui vont très bien et ça adoucit un peu son allure parfois un peu péremptoire, comme on a pu l'entendre ici ou là. Oui, mais là, elle les enlevait pour passer à la télé. Peut-être, ouais, c'est les premières, sûrement, c'est le premier passage télé. Elle commence, j'imagine, à... Ce que disait Judith est intéressant. Oui, parce qu'on voit sur la couverture du livre, juste en dessous, elle les a. Elle était déjà à l'époque un peu peut-être tétanisée par un passage média. On voit qu'elle n'est pas très à l'aise devant la caméra. C'est pas son univers, c'est pas là où elle est le plus à l'aise. Et je pense que l'élément lunettes a pu adoucir un peu justement cette image télévisuelle. On va venir tout de suite au présent. Vous disiez justement la stratégie déployée autour d'elle. Alors justement, que fait Eva Joly en 2012? A-t-elle changé? Eh bien alors on a découvert ces derniers temps une Eva Joly tiraillée entre son rôle de candidate et puis les positions prises par son parti. Ça s'est illustré notamment lors du fameux accord législatif négocié entre les Verts et le PS. Un accord, il faut s'en souvenir, sur lequel elle a d'abord tenté d'intervenir. C'était avant la signature. Regardez. J'ai le plaisir de vous dire que je ne bougerai pas, qu'il n'y aurait pas d'accord entre le Parti socialiste et nous s'il n'y a pas un accord sur une sortie du nucléaire dans un temps prévisible et l'arrêt de Flamanville. Juste avant de commenter son discours, on voit qu'elle est très très catégorique. Je voudrais, Sébastien Boller, vous faire réagir à la tête que fait Cécile Duflot, juste derrière Eva Joly, pendant cette déclaration. Alors pour ceux qui n'ont pas été très attentifs, je vous propose de revoir et regardez bien Cécile Duflot. J'ai le plaisir de vous dire que je ne bougerai pas, qu'il n'y aurait pas d'accord entre le Parti socialiste et nous s'il n'y a pas un accord sur une sortie du nucléaire dans un temps prévisible et l'arrêt de Flamanville. Alors, je sais pas, moi, je suis pas spécialiste en neurosciences, mais en voyant ça, on s'est dit que vraiment, elle avait l'air, on ne sait pas, affligée, un peu excédée, énervée, décomposée. Qu'en dites-vous? Ou alors peut-être qu'on surinterprète. Moi, je crois qu'on l'a vu passer par trois expressions. Au début, une expression un peu inquiète. À un moment, elle sourit. Oui. Et puis après, elle a l'air de rentrer dans le doute, dans l'interrogation. Oui, j'avais pas focalisé sur Cécile Duflot parce que j'étais très intéressé par le portrait même d'Eva Joly. Mais on a l'impression qu'elle découvre les propos d'Eva Joly et qu'en même temps, le rythme de son changement émotionnel suit vraiment le rythme du discours d'Eva Joly. Et ce qui me frappait dans le discours d'Eva Joly, c'était justement qu'on dirait qu'il y a beaucoup de... Enfin, c'est pas qu'on dirait, c'est que c'est un fait, c'est que c'est très clair. C'est que derrière ce qu'on peut interpréter comme une difficulté liée à la langue, il y a en fait une grande clarté dans l'exposition des idées. Ah oui, il n'y a pas d'ambiguïté pour le coup. Il n'y a pas de E, il n'y a aucune marque en psychologie qu'on appelle des modulateurs, des marques du doute ou de l'hésitation. Et je trouve, en voyant... Moi, cette image, elle m'a beaucoup frappé. Je trouve que Eva Joly est
un composé assez étrange, parce que je suis frappé par la clarté de son discours et par son apparence qui, pour moi, j'arrive pas à comprendre. Il y a ce rouge, le rouge de la veste, le rouge des lunettes. J'ai aussitôt fait le rapprochement avec des études de psychologie sur l'impact du rouge sur un auditoire. Alors, je ne sais pas si vous avez suivi ça, au moment des Jeux Olympiques d'Athènes, il y avait des psychologues qui s'étaient amusés à comptabiliser le nombre de victoires des combattants d'arts martiaux habillés en bleu ou en rouge, parce que aux Jeux Olympiques, c'est toujours en bleu ou en rouge. Et ils ont compilé des dizaines et des dizaines de combats. Ils ont vu que les combattants en rouge gagnaient de plus en plus souvent. Ah oui. Et on s'est aperçu avec les recherches que c'était lié à un impact du rouge sur l'auditoire, et que l'auditoire se sent spontanément agressé par du rouge. Et chez des combattants, ça peut se traduire par une supériorité dans le combat. Mais pour le téléspectateur... Là, elle est dans le rôle de la combattante. D'ailleurs, c'est ce qui est intéressant en voyant le visage de Duflo derrière. Oui. C'est qu'on a l'impression, effectivement, que Duflo, je ne sais pas ce que vous en pensez, Marc Abella, c'est comment vous qui avez travaillé, étudié les vers, vous les connaissez peut-être, comment vous interprétez sa réaction. Mais effectivement, on a l'impression qu'elle est, comme vous disiez, d'ailleurs, qu'elle découvre les propos en l'entendant. Qu'est-ce que vous pensez de sa réaction ? Je pense que ce qu'a voulu faire Eva Joly, c'est poser quelque chose très fortement. Et il n'y a pas eu, sans doute, une vraie concertation sur les termes du discours. Moi, il me semble que c'est un petit peu, d'ailleurs, la manière dont elle s'est positionnée depuis le début. C'est-à-dire qu'elle parle à la première personne. Et elle considère qu'elle a des choses à dire, qu'elle a un programme qui est son programme en tant que candidate de la présidentielle. C'est très important. C'est-à-dire qu'elle fait une sorte de disjonction entre sa candidature à la présidentielle et les affaires des Verts. Bien entendu, elle représente ce courant-là. Mais au-delà, je pense qu'elle essaye de représenter tout un courant de pensée et toute une opinion qui n'est pas simplement limitée à un groupe politique. Mais on a l'impression d'ailleurs qu'elle est même en bras de fer. D'ailleurs, Judith Perrignon, on a l'impression qu'il y a un bras de fer, et notamment à ce moment-là, à Volacor, entre elle et Europe Écologie. Quoi. On a quasiment presque l'impression que c'est ça. Est-ce que vous, qui la connaissez bien, vous diriez qu'elle était dans cet état d'esprit-là ? On ne peut pas, est-ce qu'elle l'est encore aujourd'hui ? On verra aujourd'hui, mais à l'époque, est-ce qu'elle l'était ? Ce qui est frappant avec Eva Joly, et moi je m'en suis rendu compte au gré des années et des rencontres, et là, ce qui est frappant, c'est qu'elle croit à ce qu'elle dit. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un politique qui peut dire ça. Oui, il va se ménager, il fait une surenchère et il sait qu'il trouvera les mots pour défendre le compromis. Là, Eva Joly, je pense qu'elle est même persuadée qu'ils vont y arriver. D'accord. Elle a pas. D'où la tête de Cécile Duflo derrière. Qui se décompose, parce que Cécile Duflo a pu dire des choses comme ça sur le fond. Nous ne transigerons pas sur Flamanville, tout en sachant, parce qu'elle a grandi en politique, parce qu'elle a fait beaucoup de politique. Qui transigerait peut-être. Qui transigeront, parce que tous les politiques fonctionnent comme ça. Mais Eva Joly, elle est sincèrement convaincue. Et je crois même, moi je l'ai vu mais beaucoup de fois, mais partir à la Banque mondiale, partir à Washington avec des documents et se dire, je vais y arriver. Elle y croit. Bastien Milot, alors en termes de communication, parce que c'est vrai que c'est intéressant comme ingrédient de sa personnalité. Notre premier tour de table résume bien à la fois la grande force et les faiblesses de la campagne d'Eva Joly. La grande force, c'est que c'est une femme de conviction, qu'elle incarne une ligne politique, qu'elle n'a pas peur de transgresser les codes de la parole politique traditionnelle et qu'elle y va. Donc grande force et personnalité qui peut vraiment écrire une histoire pendant une campagne de présidentielle. Énorme faiblesse, pour des raisons qui échappent au bon sens, ne serait-ce que du simple bon sens politique. Pourquoi le parti auquel elle appartient s'acharne à vouloir brider ce qui fait sa singularité? Pourquoi ils l'ont plombé dès le début de sa campagne avec un accord gouvernemental, un accord législatif? Parce qu'il y avait une question de survie. Attendez, Bastien Milot, juste quand même un petit élément factuel. C'est une campagne présidentielle, c'est pas une campagne législative. Quand vous présentez, juste pour terminer, juste l'élément factuel, il faut quand même dire qu'Europe Écologie Les Verts sont dans une situation financière dramatique, qu'ils ont besoin de cet accord. Oui, mais alors justement, quand on a une candidate aussi originale, qui peut porter une parole forte, qui a une personnalité qui détonne, etc., plomber, j'utilise sciemment l'expression, sa campagne, avec des histoires de gros sous, de financement du parti, qui arrivent normalement après la campagne des présidentielles pour les législatives, pour moi, c'est la plus grosse erreur et le plus gros handicap de sa campagne. D'accord. Donc ça, donc ce que vous dites, c'est que finalement, là, ce qu'on voit dans cet extrait, son style, etc., c'est un super atout, mais... bridée par les jeux d'appareils auxquels elle est visiblement complètement étrangère et qui ne la concernent pas et dont elle est pénalisée pour la suite de sa campagne. Vous diriez ça, Marc Abellas, aussi? Moi, je ne pense pas que ce soit une histoire de gros sous. Je crois que c'est vraiment qu'il y a deux stratégies différentes. Enfin, non, mais c'est vrai que ça peut aider, enfin, ça peut expliquer oui, aussi. Oui, ça explique, mais c'est pas seulement ça. C'est l'idée qu'il y a une stratégie qui consiste à dire on veut vraiment avoir un groupe parlementaire important à l'Assemblée, on veut s'affirmer sur le plan parlementaire, et elle qui fait une campagne qui est une campagne présidentielle. Et je crois que
là, il y a une divergence. Il y a des gens qui, dès le début, enfin comme Cohn-Bendit, ont dit qu'après tout, on pouvait très bien imaginer qu'il n'y ait même pas de candidat des Verts, simplement en disant, en revenant sur 2002, et en disant ça peut même être dangereux d'avoir ce candidat. Il vaut bien mieux que les Verts soient forts et fassent partie d'un gouvernement et un groupe parlementaire fort, plutôt que de s'acharner à faire une campagne, qui s'affrontent. Je crois que c'est... Et elle, justement, comment elle s'inscrit par rapport à cette stratégie des écologistes, enfin du parti? Il leur faut effectivement des députés pour avancer. Donc ça, elle l'entend. Ça, elle l'entend. Je pense que... Mais de toute façon, effectivement, ils étaient sur deux logiques contradictoires. Et ce n'était pas un secret non plus que la direction du parti, dans la primaire écolo, ne votait pas Eva Joly. Oui, elle le sait. Mais alors, est-ce que vous pensez, du coup, je reviens à la question, là, sur cette image, qu'il y a un bras de fer dès le départ entre elle et le parti? Parce que vous dites, elle croit à ce qu'elle dit. Mais est-ce qu'il y a un petit bras de fer ou pas? Il y a en tout cas un manque de préparation entre eux, parce que je pense que la réaction d'Eva Joly était à prévoir. Un espèce de compromis un peu bancal avec le PS était aussi à prévoir, parce que c'est toujours comme ça que ça finit dans une négociation avec le PS. Donc voilà, là, je pense que... Ils n'ont pas anticipé, quoi. Ouais, si erreur il y a eu, c'est finalement une erreur collective de pas effectivement. Mais là où ça tourne mal, c'est pas tellement, c'est quand le PS va biffer un paragraphe. Alors justement, on continue l'histoire et puis on va la boucler effectivement l'histoire. Quelques jours plus tard, changement de pied puisque là a lieu le psychodrame donc sur la suppression et le retrait d'un paragraphe dans l'accord entre les Verts et le PS. Là, Eva Joly disparaît quelques jours, nous dit-on, pour ne pas commenter cet accord, mais quand elle réapparaît une fois l'accord ratifié, eh bien surprise, elle a encore l'air très très en colère. Moi, je ne voulais pas intervenir dans cette période-là parce que j'étais très en colère et j'espérais bien que les négociateurs allaient les rétablir. Vous étiez en colère ou vous étiez en porte-à-faux? J'étais en colère et c'est vrai que cet accord ne me faisait pas plaisir, il ne me fait pas rêver. Moi, je ne suis pas une femme politicienne. Je viens de la société civile et je porte des valeurs d'éthique et des valeurs de rigueur peut-être et aussi de lutte contre l'injustice. Il me semblait que toutes ces valeurs-là étaient bafouées à ce moment-là. Et je n'ai pas voulu que ma parole puisse être utilisée dans cet accord-là. Vous en voulez à François Hollande? J'en veux aux socialistes d'avoir cédé aussi visiblement, aussi directement au lobby du nucléaire. Donc cet accord ne la fait pas rêver et le lendemain, toujours très en colère, eh bien elle en remet une couche en refusant de répondre à une question, pour le coup une question assez évidente qu'elle aurait pu préparer. Est-ce que vous appellerez, s'il est qualifié pour le second tour, à voter pour François Hollande qui s'est engagé à poursuivre la construction de l'EPR de Flamanville? Pour moi, la sortie du nucléaire est une vraie question. C'est une question morale, c'est une question industrielle aussi. Il y a tellement de mensonges, tellement d'idéologie autour du nucléaire que je suis au moins contente que le débat du nucléaire est sur la table. Et nous avons toute la période des présidentielles, des élections, de la préparation pour discuter du nucléaire. Et moi, j'ai tout ce temps pour convaincre mes concitoyens que la voie, elle passe par la sortie du nucléaire. Pouvez-vous répondre, Eva Joly, à ma question? La fermeture de centrale de Flamanville. Pouvez-vous répondre, Eva Joly, à ma question? Écoutez, pas là, non. Donc vous ne pouvez pas dire oui, je vais appeler à voter François Hollande s'il est qualifié pour le deuxième tour. Je ne me trompe pas d'ennemi. Mon objectif est de battre Nicolas Sarkozy. Parce que moi, je pense que le pays ne supporterait pas un deuxième mandat de Nicolas Sarkozy qui creuse les inégalités et qui oppose les Français les uns aux autres. Pouvez-vous répondre à ma question? C'est mon ennemi. Pouvez-vous répondre à ma question? Appellerez-vous s'il est qualifié au second tour? Pourquoi vous ne demandez pas si François Hollande appellerait à voter pour moi? C'est comme si cette situation-là ne pourrait pas se produire. Bon, donc vous ne répondez pas à ma question. Voilà, et le journaliste résume. Donc, vous ne répondez pas à ma question. Alors, je le rappelle, pour ceux qui l'auraient oublié, cette déclaration a suscité un tollé, notamment chez les Verts, des critiques assez virulentes, notamment de Daniel Cohn-Bendit, l'appelant à ne pas faire du Mélenchon ou du super Mélenchon. Aussitôt après, donc Eva Joly corrige le tir en disant que bien évidemment, elle votera pour François Hollande s'il est en tête au premier tour. Bref, elle rétropédale, elle apparaît comme maladroite. Mais la question avec le recul, Bastien Milot, c'est est-ce que cette déclaration est vraiment si maladroite que ça?
L'expression est maladroite puisqu'on sent qu'elle est gênée, qu'elle est piégée, et autant elle est très claire. Pourquoi vous sentez qu'elle est gênée et piégée? Dans sa construction des phrases, le fait qu'elle répond assez directement dans la plupart des interventions. On le voyait aux 20h que vous montriez avant. Là, elle donne l'impression de parler à côté de la question, de ne pas vouloir être franc-jeu alors que c'est plutôt sa marque de fabrique. Donc on la sent gênée aux entournures. Et Jean-Michel Apathy la pousse dans ses retranchements et elle s'enferre dans un discours qui lui évite de répondre directement à la question. Et ça montre exactement ce qu'on disait avant. C'est-à-dire que comme elle est très claire sur ses principes, très claire sur sa ligne de conduite, elle est piégée par cette histoire d'arrangements électoraux qui tiennent aux législatives, alors que je le répète, et c'est le but de notre émission de décortiquer un peu les choses, on est dans une campagne présidentielle. Donc vous dites qu'elle a l'air gênée, parce qu'en même temps on peut dire qu'elle dit quand même qu'elle ne se trompe pas d'ennemi, on pourrait penser qu'elle veut répondre... Au bout de 2 minutes, en plus on est mal pour elle, si j'ose dire, puisqu'on sent qu'elle souffre et que ce flot de phrases masque mal son embarras. Alors attendez, on va vous faire... je vois que Marc Abelès n'est pas d'accord, vous ne la trouvez pas du tout mal à l'aise. J'ai entendu ça et j'ai trouvé que... Non, justement, c'est tout le problème. Moi, je pense que c'est intéressant parce qu'on voit aussi qu'est-ce qu'aujourd'hui est un journaliste politique, c'est-à-dire cette espèce de harcèlement. Il a posé une question, vous appelez ça du harcèlement. Non, mais c'est pas du harcèlement, une question. Alors attendez, pourquoi vous dites que... Simplement la technique d'Apathy, qui est devenue une espèce de machine à poser comme ça des questions très rapides, etc. Ça consiste à saucissonner les choses et à obliger quelqu'un à le pousser dans ses retranchements et à donner un effet radio. Elle ne votera pas pour François Hollande. Et il y a des gens qui disent, après tout, on en a un peu marre d'entendre Apathy et consorts et sortir comme ça des toc, toc, toc. D'accord, donc ça c'est pour l'analyse d'Apathy et pour celle d'Eva Joly alors. C'est précisément, moi ce qui m'intéresse chez Eva Joly, c'est qu'elle met complètement, elle retourne le truc. C'est-à-dire que pour beaucoup de gens, quand on écoute, on se dit, après tout, c'est vrai, elle a complètement raison de ne pas rentrer systématiquement dans le question-réponse, etc. On voit très bien qu'il veut la piéger, elle n'est pas idiote, personne n'est idiot, tout le monde a bien compris. Oui, donc elle dit, je me trompe pas d'ennemi, etc. À mon avis, voilà, c'est ça. Et elle dit, pourquoi, après tout, vous ne poseriez pas la question à Hollande? Et ça me paraît très astucieux de ressortir ça en fin de course. Pourquoi? Parce qu'après tout, pourquoi se placer toujours dans l'hypothèse qu'elle doit rendre des comptes et pas lui, par exemple? Enfin, je veux dire, ils sont candidats, finalement, c'est des candidats. Non, mais je veux dire, les forces politiques derrière, encore une fois, ça dépend... Jean-Michel Apathy, si vous nous écoutez, c'était son quart d'heure. Oui, Judith Perrignon, alors pour vous, c'est une maladresse de sa part, elle est effectivement mal à l'aise. Ou alors, parce qu'effectivement, elle est peut-être plus embarrassée que la veille au soir sur France 2, ou alors elle fait du Eva Joly juste un peu mal réveillée le matin. Non, elle est effectivement meilleure sur France 2 la veille au soir. Je la trouve là, dans sa colère, elle est claire, elle n'est pas toujours à l'aise dans les médias. Et effectivement, des fois, ça la sert pas. Elle est beaucoup plus à l'aise sur le plateau de la veille. Mais c'est à la fois, oui, il y a cette espèce de rhétorique de la question de Jean-Michel Apathy, mais là où je la retrouve, c'est qu'elle ne répondra pas. Donc ça patine un peu à l'antenne. Oui, elle a décidé qu'elle ne répondrait pas, il peut lui poser 3000 fois la question, elle ne répondra pas. Et alors effectivement, peut-être qu'elle ne s'attendait pas à ce qu'il lui pose de manière aussi insistante et qu'elle aurait dû peut-être préparer ça. Mais au fond, c'est quand même, ça fait un peu, voilà. Mais dans cette séquence, ce qui a déclenché, c'est plutôt la démission de son porte-parole après qui a déclenché. Oui, qui a donné un sens politique à ce moment. Sébastien Boller, on parlait du fait d'être à l'aise, d'être mal à l'aise. Bastien Milot disait on est presque mal à l'aise pour elle. Vous trouvez aussi qu'il y a un vrai décalage? Comme ça, je me suis senti mal à l'aise et en fait, il y a des signes évidents de gêne. On voit qu'elle bafouille à un moment, ce qui quand même à ce niveau-là est assez rare. Ça démontre quand même quelque chose dans le fait peut-être qu'elle n'avait pas préparé la question ou qu'elle ne voit pas les choses sous cet angle-là. Voilà. Et puis le fait qu'à un moment, elle baisse les yeux aussi, on voit très bien que ça, c'est des signes évidents de troubles. Il n'y a pas aussi quand même le fait que bon, le français n'est pas sa langue maternelle, qu'il y a peut-être aussi un petit problème de son accent, etc., qui fait que ce qui pourrait passer chez d'autres comme habile, et moi chez elle passe pour malhabile. Est-ce qu'il n'y a pas cette dimension-là? Et surtout dans notre perception, et là, on n'a pas assez parlé, je trouve, dans les médias de cette question de la langue, parce que le simple fait d'avoir un accent, et ça a été étudié en laboratoire, à l'université de Chicago, le simple fait d'avoir un accent quand on dit quelque chose, ça se traduit dans le public par une baisse de crédibilité. Il y a des expériences où on fait dire un même texte par des gens qui ont différents types d'accents, pas d'accent. Auprès des Français ou auprès d'Américains? C'est aux États-Unis. D'accord. Et on voit très bien qu'un même texte dit avec un accent perd en crédibilité.
Et il n'y a rien à faire contre ça, ça a l'air d'être vraiment un réflexe dans toute communauté de mettre à distance un locuteur qui ne parle pas avec les coutumes de la langue locale, quoi. Donc, et ça, il faut en avoir conscience pour pouvoir éviter ce piège de la perception, ce qu'on appelle périphérique. Parce que nous, c'est à nous de nous informer là-dessus. C'est à nous de nous dire, attention, elle a un accent, protègeons-nous du piège de la perception. Pour pouvoir prendre ce qui est dit comme un contenu et non pas comme voilà, tous ces indices périphériques de la communication qui peuvent desservir quelqu'un qui a un message important pour de simples histoires d'accent. Et ça, c'est un fait qui est avéré, qui est quantifié. C'est un fait qui est avéré, mais alors justement, Bastien Milot, vous spécialiste de la communication, parce qu'il y a nous, effectivement, le récepteur. Cet accent nous rend beaucoup plus... C'est très intéressant ce que vous disiez, parce que cet accent nous rend beaucoup plus réceptifs. On est très attentif à ce qu'elle dit, parce qu'elle s'exprime de manière assez lente, elle articule bien ses mots, on l'écoute beaucoup plus, et évidemment, les journalistes sont plus à l'affût de la petite phrase ou de l'erreur de langage qui va déclencher après la polémique, le buzz autour de ce qu'elle peut dire. Et je pense qu'elle, du coup, elle est encore plus dans le contrôle que le sont la plupart des politiques quand ils sont sur un plateau où ils ont tendance un peu à se lâcher, etc. Elle est très rigoureuse même dans sa manière de s'exprimer. On sent qu'elle essaie de calibrer ses phrases, d'ajuster ses convictions. Et donc, on est tous un peu suspendus à ses lèvres en train de se dire qu'est-ce qui va se passer. Comme mot. C'est vrai. Je trouve même, pour la fréquenter hors plateau, parfois l'accent est plus fort à l'antenne ou en plateau que dans la réalité. Et j'ai eu des confrères qui m'ont dit « mais quel accent ?» Et je pense qu'il est plus fort et que c'est lié au stress. C'est comme si elle était doublement étrangère, en fait. D'accord. Oh là là, alors on va voir, après cet incident, comment a évolué son accent. Est-ce que ça s'est atténué ou au contraire, pas du tout. Après ça, donc, le message envoyé par les écologistes est que la candidate n'est plus seule. Résultat, quand elle prend le train pour la Bourgogne, suivie par une meute de journalistes, eh bien, c'est Cécile Duflot herself qui la met dans le train. Thomas Raguet était du voyage pour filmer les temps forts de cette journée. Salut tout le monde. Je suis une femme libre. J'ai peut-être la langue un peu rigueuse, mais je porte un discours qui est le discours d'Europe Écologie. Et si plus de personnes de la direction d'Europe Écologie souhaitent venir prendre une part active à ma campagne, ils sont évidemment les bienvenus. Je suis une femme indépendante, mais comme le savent les militants et les anciens candidats aux élections cantonales ou régionales, je joue collectif. On boit un coup et après, et après on vous prendra en photo avec les militants. D'accord, voilà. Merci. Je dois 4 heures parler. Alors voilà, on va revenir sur le reste, mais d'abord cette petite aparté, surprise par Thomas Raguet, évidemment, nous a intrigués parce qu'on ne sait pas très bien de quoi elle parle. Est-ce qu'elle est sous pression depuis le début de sa campagne ou est-ce le recadrage qu'elle a subi qui la met sous pression, Judith Perrignon? Moi, de ce que je sais, de ce que je sens, elle ne le vit pas comme un recadrage parce qu'elle est ravie de retrouver des gens autour d'elle. Mais elle a été sous pression téléphonique, médiatique, voilà, et elle l'a vécu. De voir que Cécile Duflot va jusqu'à l'amener à son train, comme si elle était une espèce de censeur qui surveille ses moindres faits. Moi, je trouve ça terrifiant comme image. Oui, mais l'image, vous en pensez quoi d'ailleurs de cette image? Qu'est-ce que vous en pensez? Parce qu'elle est terrible, cette image. J'ai envie de dire, je la connais pas, mais Eva Joly, émancipez-vous. Cette espèce de tutelle permanente. Qu'est-ce qu'elle doit dire après? C'est-à-dire, elle a dit à la direction, venez faire campagne avec moi. Ouais. Je fais campagne. Elle a fait référence aux militants parce qu'elle a quand même été portée par les militants. Quand on fait le score qu'elle a fait à la primaire, on peut pas nier qu'elle a été portée par un mouvement de militants. Et voir en permanence, comme si elle était avec un bracelet électronique surveillé dans tous ses faits et gestes par les Verts, qui vont jusqu'à la mettre dans le train, comme si c'était, on était obligé de l'accompagner parce qu'elle n'est pas capable de le faire elle-même. C'est un côté, non, mais c'est un côté absolument insupportable. Enfin, moi, je ne suis pas du tout connecté à l'entourage de la candidate, mais
c'est justement pour ça qu'on vous fait intervenir. On a envie de lui dire, lâchez-vous, continuez à être vous-même et arrêtez d'avoir cette espèce de garde-chourme à côté Cécile Duflot, pardon pour elle, mais je veux dire, quand elle recadre tout ce qu'elle dit ou quand elle fait des espèces de psychologie pour décrypter les phrases d'Eva Joly, qu'elle la laisse faire la campagne qu'elle a envie de faire. C'est quand même ça, une présidentielle. C'est la rencontre entre une femme et un peuple. Point barre. Mais alors, ce qui est surprenant, parce que vous dites cette image, c'est vrai qu'elle est assez terrible, hein, de Cécile Duflot. Vous dites, salut tout le monde, les enfants, vous allez prendre le train. Mais alors, ce qui est fou aussi, c'est au vu de la culture des Verts, Marc Abélès, on est quand même surpris. Normalement, on n'avait pas l'impression que ça fonctionnait comme ça chez les Verts. C'est vrai qu'il y a toujours eu plusieurs tendances chez les Verts. Je ne connais pas cette tendance maternante, enveloppante, non, mais une tendance un peu très présente. Un peu apparatchik aussi, hein, parce que ça existe chez les Verts. Il y a quand même l'idée d'un groupe dirigeant soudé avec des tas de divergences. Mais enfin, il y a cet aspect-là. Il y a un aspect beaucoup plus libertaire où la parole s'exprime et elle serait plutôt de ce côté-là. Moi, il me semble que d'ailleurs, ce que vous dites, ça me paraît ça me paraît rendre bien compte de la manière dont elle s'est lâchée chez Apathy, parce qu'à la fin, on finit un peu par exploser devant toutes ces injonctions. Finalement. On la comprend. Hein. Sincèrement, je ne connais pas d'autres exemples de candidats pour la présidentielle qui soient autant bordés. Ah bah non, mais vous n'avez jamais vu ça dans aucun parti. Je sais pas, on peut dire que des fois, ça se voit moins. Il y a des coachs, il y a des communicants, il y a du monde, mais ça, c'est derrière. Il le nie, il rabote ses propres qualités. C'est ça qui me rend complètement interloqué. C'est quand on a une candidate qui a un tel potentiel de différenciation, on la laisse s'exprimer. On a l'impression que ce qui fait sa singularité, ils veulent à tout prix l'empêcher d'être elle-même, de parler et de porter ce pourquoi elle a quand même été désignée. Sébastien Bollard, vous pointiez son malaise tout à l'heure. Là, dans ce moment-là, quand elle s'adresse, justement, quand elle explique qu'elle a la langue un peu rugueuse, mais je cite, s'il y a plus de personnes de la direction d'Europe Écologie qui souhaitent venir prendre une part active dans ma campagne, qu'ils viennent. Là, vous la sentez comment? Parce qu'on a l'impression qu'elle les défie un petit peu. On a l'impression que les gens sont toujours à virevolter autour d'elle, un peu comme des nuées d'insectes qui en font beaucoup. Et elle est très discrète, mais je ne sais pas si c'est sa vraie personnalité, mais si on se fondait sur sa gestuelle, sur sa façon d'être, on aurait l'impression de voir quelqu'un de plutôt introverti, de plutôt réservé, de très mental. Et en politique, des études à grande échelle semblent montrer que plus on monte en politique, plus on a affaire à des caractères extravertis. Donc ils font beaucoup de bruit, des gestes très extériorisés, qui prennent beaucoup la parole, qui font beaucoup de socialisation sans qu'il y ait forcément toujours un message derrière, mais en tout cas faire du lien tout le temps. Et aussi une part de narcissisme qui est une grande ligne constante dans les milieux politiques. Et j'ai l'impression que c'est peut-être un peu l'inverse, et que du coup, sur ces plans-là, on est étonné par les rapports qui se nouent autour de sa personne, et on se demande comment elle va s'en sortir aussi pour véhiculer cette image qui est celle de nos hommes politiques, de nos monstres, qui sont souvent des gens très extravertis. Oui, d'ailleurs, c'est vrai qu'on la voit, là, les mains dans les poches de son manteau. Alors, c'est vrai que ce qu'elle dit est précis, comme vous dites, ça fait sens, mais c'est vrai que, et là, justement, Bastien Milot, vous qui dites, elle a un grand potentiel, etc. Oui. Est-ce que ce que dit Sébastien Bollard, quand même, c'est pas un handicap? On a parlé tout à l'heure de l'accent, mais aussi cette manière, finalement, de pas forcément incarner son discours, de peut-être pas être assez extraverti, etc. C'est pas un handicap dans une présidentielle? Non, mais elle ne force pas sa nature. Le problème, c'est qu'au temps de l'hypercommunication qui a fait tant de mal ces dernières années, on a l'impression qu'il y a un schéma type d'homme ou de femme politique qui doit être totalement extraverti, tourné vers les médias, parler tout le temps, etc. Moi qui plaide pour la rareté, je considère qu'une candidate qui mesure à peu près ses propos, qui sait de quoi elle parle et qui n'a pas envie de jouer un personnage qui n'est pas elle-même, pour rebondir sur ce que vous disiez, c'est quelque chose de très bien. Et que les électeurs ne sont pas complètement idiots et qu'ils sont parfaitement capables de voir si on joue la comédie ou si on est soi-même. Eva Joly, elle est elle-même, parfois négativement, mais elle est toujours à peu près elle-même. Sauf quand pour des raisons idéologiques ou de circonstances, on la pousse à sortir de ses convictions. Et c'est là, dans ces cas-là, où elle n'est plus du tout dans RTL, quand elle est mal à l'aise, etc. D'accord. Oui, Judith Perrignon, un petit mot sur son comportement. D'abord, c'est quelqu'un qui est énormément... Moi, elle m'a frappée quand elle me racontait, par exemple, sa tournée, quand elle préparait les primaires. Moi, j'ai côtoyé beaucoup de gens en politique. Jamais personne m'a raconté les militants, à quoi ils ressemblent, ce qu'ils racontent. Elle regarde énormément les gens. Mais elle les observe, comment ils s'habillent, leur âge. Elle essaie de comprendre comment ils fonctionnent. Par rapport à les gens qui fonctionnent autour d'elle dans son équipe, c'est quelqu'un qui fonctionne énormément dans l'affect. Qu'elle ait besoin que les gens soient autour d'elle, c'est évident. Vous avez dit effectivement qu'elle faisait
attention à ce qui se passait autour d'elle, attention aux gens qu'elle rencontrait. Il y a un ingrédient du style d'Eva Joly qui nous a frappé justement, c'est son goût, ce qui nous a apparu comme un goût indéniable pour la confrontation. Alors exemple, après ses propos contre le nucléaire et sa dénonciation des méthodes d'Areva, eh bien elle va à la rencontre des syndicats du groupe nucléaire et évidemment l'accueil est un peu vif, on regarde. Les pauvres, ils vont être impressionnés par le nombre de caméras. Non, c'est CDT. Attention de taper sur le nucléaire, attention d'être dur avec le nucléaire et les salariés du nucléaire, parce qu'aujourd'hui les salariés du nucléaire, vous leur foutez la thune. Et ça, c'est un problème. C'est pour ça que j'aimerais vous rencontrer, pour dire ça, que c'est chacun attaché à son emploi, et nous voulons faire quelque chose. Mais fermer les réacteurs, ça ne veut pas dire que les emplois sont terminés. Ça, vous le savez bien, parce que vous aussi travaillez. Vous savez bien qu'à Bérénice, par exemple, en Bretagne, on a commencé le démontage il y a 30 ans. C'est plutôt une centrale d'essai quand même. Absolument, c'est 65 MW, c'était rien. Mais justement, voilà. Je veux dire, c'est tout petit, et ça fait 30 ans, et on n'est pas encore au cœur. Et il y a eu 25 emplois en permanence, et donc, il y a beaucoup d'emplois qui vont être conservés. Merci. Bien débrouillé. Voilà, hein, tu t'es bien débrouillé, lui dit son entourage, qui la nounoute depuis, enfin visiblement, hein, ça c'est notre interprétation, depuis Nicolas Sarkozy en 2007, hein, qui on s'en souvient, partait à la rencontre des pêcheurs, des cheminots, etc. Eh bien, on n'avait pas vu ça. D'ailleurs, à propos de pêcheurs, Eva Joly en a rencontré aussi, et là aussi, il y avait des sujets de friction, notamment concernant la surpêche. Thomas Raguet était du voyage, on regarde. Alors, on parle plus de plan casse, plus d'aide pour les bateaux neufs. Alors, ou peut-être de l'aide pour des bateaux qui consomment moins d'énergie. Qu'est-ce que vous proposez, vous, à ce niveau-là? Et qu'est-ce que vous pouvez aussi proposer pour la vie à bord des marins? C'est aussi, donc, c'est pas tout d'économiser du gasoil et tout, mais les marins à bord, c'est dans l'idée de pêcher mieux. C'est donc d'avoir des chaluts qui sont qui offrent le moins de résistance à l'eau possible. C'est d'avoir des bateaux qui nécessitent moins d'énergie. Et ça, c'est vrai que c'est peut-être pas possible d'adopter les bateaux qui ont 30 ans. Et donc, il faut peut-être quand même construire des nouveaux bateaux. Si ici, un Porto de Lorient, la moyenne d'âge des bateaux, c'est 25 ans. Je ne suis pas venue vous apporter c'est 25 ans la moyenne d'âge des bateaux à Lorient. Ça serait vraiment prétentieux de ma part. Non, mais je pense que vous connaissez mieux la question que moi. Donc, moi, je suis venue écouter et pour vous dire que je ne conçois pas, moi, une politique de pêche qui n'est pas faite avec vous. Je ne suis pas venue vous apporter des solutions. Alors c'est vrai que c'est une phrase, comme ça on a l'impression qu'on entend rarement dans la bouche des politiques. Mais pareil, quand elle est dans le contact direct, vous qui la connaissez bien, vous nous la décriviez chaleureuse, humaine, en empathie, là elle l'est vraiment. Alors moi je pense qu'il faudrait taper sur les doigts de son entourage qui arrive à la jeter au milieu d'une meute de caméras, de perches et autres photographes dans un dialogue avec le syndicaliste d'Areva, où elle est juste dans la pire configuration qui soit pour avoir une vraie discussion, un vrai échange. C'est pourquoi la pire configuration? Parce qu'elle est se retrouver lâchée au milieu de cette meute, cette arène. On aurait pu imaginer qu'il la mette dans une salle, qu'il puisse aménager un espace de rencontre. Mais le but était de médiatiser l'échange, Bastien Milot. Non mais franchement, c'est horrible de l'imaginer lâché au milieu de tout ça. Vous imaginez, vous, lâché au milieu de 100 caméras? Nous ne sommes pas candidats à l'élection présidentielle, donc c'est la différence. Il y a un problème de niveau, de stratégie de communication. Il faut quand même un minimum protéger la candidate quand on sait le parcours d'obstacles et le nombre de mines que peut avoir à surmonter un candidat à la présidentielle. Ce qui est frappant quand même, c'est le contraste entre les deux attitudes. Parce qu'il y a le moment où elle arrive presque la bouche en cœur, effectivement, moi je vous écoute, etc. Et puis dans l'extrait avec les salariés d'Areva, ultra technique, elle sort des dizaines de chiffres, le nombre d'années pour le démantèlement, etc. C'est presque trop de chiffres, non? Mais c'est quelqu'un qui aime, je ne sais pas si c'est un reste de son côté juge d'instruction, mais c'est quelqu'un, et même certains conseillers, je me souviens que j'avais croisé, s'en plaignaient. C'est-à-dire que le politique standard, et on lui fait des fiches et des formules, quelques chiffres, et ils s'en contentent. Et certains proches d'Eva disent ce qui est compliqué avec elle, c'est qu'elle veut tout comprendre. Donc, et moi je me souviens, je ne sais plus quand c'était, peut-être à l'automne ou avant l'été, elle allait faire un discours sur le nucléaire du côté, je l'ai eu au téléphone,
Elle m'a dit, moi, je veux pas les fiches, je veux le dossier. Et elle a travaillé jusqu'à 4h du matin, comme ça, toute seule. Ah, mais c'est pour ça qu'elle dort 4 heures par nuit. Mais elle travaille énormément. Elle veut... dossiers. La phrase que vous disiez en disant son problème, c'est qu'elle veut vraiment tout comprendre, c'est un aveu incroyable. On en vient à dire que c'est un problème, c'est voilà. vrai que c'est ce que je vous dis. Oui, mais rien que le fait que ce soit perçu comme un problème est inquiétant. Est inquiétant. Vous voulez dire inquiétant pourquoi pour l'état, ce que dit l'entourage, parce que si le fait de connaître un dossier, c'est quelque chose d'inquiétant, laissons-la vivre, cette dame. Oui, mais Samuel, vous savez bien aussi qu'à vouloir improviser sur un sujet hyper technique, on peut aussi parfois se tromper, faire des approximations, dire des choses... Hélène, on le dit souvent dans cette émission, les hommes politiques avec les discours formatés, les éléments de langage, qui maîtrisent assez peu les dossiers, etc., on les tape mois après mois dans votre émission. Pour une fois qu'on en a une qui a l'air de comprendre et de s'intéresser, louons-la plutôt pour ça. Il y a quand même un paradoxe, parce qu'on a vu effectivement qu'elle ne rechignait pas à se confronter, qu'elle était curieuse des gens, curieuse des échanges, mais en même temps, curieusement, pour le coup, elle nous a semblé parfois extrêmement mal à l'aise, et pourtant dans des situations où elle aurait dû être à l'aise. Par exemple, lorsqu'elle est allée défendre des femmes de chambre en grève devant un hôtel Novotel, Thomas Raguet y était encore. Tous ensemble, ouais, ouais, tous ensemble, ouais, ouais, solidarité, solidarité. Monsieur le directeur, on n'est pas la mairie. Monsieur le directeur, on n'est pas la mairie. Vive la France, vive la France. Agents de Novotel, agents de Novotel, agents de sécurité, clients, soyons solidaires, l'union fait la force, l'union fait la force. Merci. Novotel, il faut payer, les femmes de chambre sont mal payées. Novotel, il faut payer, les femmes de chambre sont mal au dos. Novotel, il faut payer, les femmes de chambre sont mal au dos. Novotel, il faut payer. Voilà, alors vous disiez tout à l'heure sur RTL qu'elle avait l'air mal à l'aise. Là, pourtant, la situation, normalement, a été organisée, montée. Et pourtant, nous, on trouve qu'elle a l'air mal à l'aise. Alors d'abord, un petit mot de Sébastien Bollert pour confirmer qu'on ne s'est pas trompé. Et on sent qu'elle est gênée, encore une fois. C'est quelqu'un qui accepte de ne pas être dans le contrôle de toutes les situations. Je reviens sur la scène avec tous les micros. Elle était comme au milieu d'une arène, et je me souviens des mêmes séquences de campagne de Nicolas Sarkozy. C'était orchestré, il y avait la distance au départ, il y avait des gardes du corps qui faisaient là, on a mis en cause l'entourage beaucoup. La question, c'est elle, parce qu'on a l'impression qu'elle se laisse embarquer là-dedans. Le candidat, c'est lui qui détermine le niveau de contrôle qu'il veut avoir sur son interface avec son public. Et une des premiers leviers de contrôle, c'est la distance. Un candidat qui choisit la distance interpersonnelle, c'est le candidat qui choisit le degré de quel côté se situe le dominant et le dominé. Ça, en psychologie, c'est la base. Elle y va. Elle va se mettre à deux doigts des syndicalistes. Elle se pose pas la position de la dominante. Elle se pose pas la question en ces termes. Elle accepte peut-être d'être en faiblesse ou en situation d'imprévu. Et à la limite, c'est peut-être parce que, quelque part, elle se sent pas si mal à l'aise que ça avec les situations de perte de contrôle. Oui. Peut-être que c'est pas terrible à l'image, mais peut-être que ces femmes-là qui manifestaient se souviendront toujours du passage d'Eva Joly. Elle a gagné 10 voix. Elle a peut-être gagné 10 voix. Enfin, on ne sait pas. Peut-être que ces images, finalement, la rendent sympathique. Ça pose la question, effectivement, de comment ces images sont reçues. Un dernier mot, Marc Abélès, parce qu'effectivement, là, on se projette un peu dans la campagne. Et effectivement, on peut penser qu'elle va produire ce type d'image fréquemment. On finit par créer aussi une sorte d'académisme à l'envers, c'est-à-dire que l'académisme des communicants et des médias, c'est-à-dire qu'on finit par attendre quelque chose. Alors elle nous déçoit par rapport à une attente qu'on a soigneusement cultivée. Elle nous déçoit. Pourquoi vous dites qu'elle nous déçoit? C'est ce que vous venez de dire. Non, nous on n'a pas dit elle nous déçoit. Non, Marc Abélès, nous on a dit elle a l'air mal à l'aise. Oui, voilà, elle est mal à l'aise. Mais qu'est-ce que ça veut dire, elle est mal à l'aise? Ça veut dire simplement qu'elle ne répond pas au code que nous on attendrait un politicien ou une politicienne normale, interviewé par Jean-Michel Apathy d'un côté, allant faire des meetings de l'autre, comme machin ou truc. Ça devrait être comme ça. Alors non, c'est pas comme ça, elle n'est pas comme ça. Et c'est ça qui fait, à mon avis, son charme. Ce que je veux dire simplement, c'est qu'au contraire, moi je trouve qu'il y a cette espèce de gêne que chacun de nous aurait quand on serait projeté. Mais pourquoi pas? Je veux dire, c'est des formes de communication qu'on pourrait très bien, aussi bien cultiver. Je ne suis pas sûr que pour les gens, parce que là on parle entre spécialistes. Et c'est vrai qu'entre médiatologues, disons, on va trouver ce qui est bien et pas bien. Mais moi je dis simplement que les gens ne se déterminent pas nécessairement par rapport à tous ces critères. Je veux dire qu'il peut y avoir une sympathie pour quelqu'un,
puisqu'on en est là, puisque c'est on des nous dit questions en permanence que, sympathie attention, c'est une ou élection d'empathie. présidentielle, il faut une certaine stature, il faut ci, il faut peut-être ça. qu'on a un peu marre qu'on nous dise exactement ce qu'il faut penser, La les questions sympathie qu'il faut n'induit pas poser, forcément etc. le pendant vote. 6 mois. C'est ça la difficulté, c'est que la sympathie n'induit pas forcément Non, mais le... attendez, on est sur plusieurs mois. Alors, ce que j'aimerais voir, c'est par la suite comment elle va s'installer là-dedans. Et c'est sûr que ça va continuer à créer des tensions parce qu'elle est, d'une certaine manière, elle est assez incontrôlable. Et c'est ça qui est assez sympathique. Alors, justement, le mot de la fin, là, puisqu'on est encore au début de sa campagne, vous lui conseilleriez de continuer à s'installer. Oui, alors, vous n'êtes pas sondeur, hein, je précise, mais non, pas du tout. anthropologue de la vie politique, voilà. Vous trouvez que c'est intéressant, Bastien Milot, vous êtes d'accord, vous, moi, en je suis communication? parfaitement en phase avec ça. Je suis sûr qu'elle ira au bout. Je lui dis juste si elle nous écoute, et j'espère qu'elle a entendu cette émission. On lui dédie qu'elle soit elle-même et qu'elle ne change pas ce qu'elle est au fond d'elle-même. Je pense que ce sera son principal atout pour la campagne. Oui, Judith Perrineau, vous pensez qu'elle se pose, est-ce qu'elle se pose, parce qu'on a vu effectivement les questions qu'on peut se poser à son sujet, que ce sont des questions qu'elle se pose? Elle écoute les questions qui se posent sur elle. Oui, bien sûr qu'elle se pose toujours des questions. Mais effectivement, elle est quand même mue par... Elle est toujours en accord avec elle-même. Donc au fond, c'est comme ça qu'elle avance. Oui, parce qu'on a vu, cela dit, hein, là je retourne au début d'émission, que finalement elle ne change pas tant que ça. Ça c'est un peu la caractéristique des gens qui restent même, c'est qu'ils ne changent pas beaucoup. Enfin, on verra comment tout ça évolue. Merci à tous les quatre. Merci à Marie Lebon et à Morgane Kanda qui se sont levés tôt pour m'aider à préparer cette émission. Merci à Laure Alice Hervé qui s'est couchée tard pour la montée. On se retrouve la semaine prochaine à l'antenne et tous les jours sur le site de Public Sénat pour voir et revoir tous les déshabillants. C'est pas quelques mois de coaching, je pense qu'ils vont tout changer, mais ce que vous disiez sur le fait d'accepter complètement d'être comme elle est, ça me semble ça être vraiment la clé, quoi. Parce qu'une fois qu'elle se persuadera que ce qui peut être perçu comme un désavantage peut au contraire être un atout, à ce moment-là... Mais au fond, elle mise sur un décalage entre la perception médiatique de ce qu'elle est et la perception des gens.